Bienvenue à tous. Dans cette édition de l'Automne du Parlement, nous faisons un zoom sur la cérémonie de baptême du siège de l'Assemblée nationale, le Palais de Verre Paul Biya. Cérémonie présidée par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, et au cours de laquelle le très honorable Kabaye Djibril, président de la Chambre, a justifié le choix de ce nom. Dans cette édition également, les nouvelles du Parlement panafricain et celles de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Avec notre invité, nous revenons sur la décentralisation telle que vécue dans la région de l'Est. C'est la suite de l'entretien que nous a accordé le sénateur Benjamin Amama Amamou. L'appellation Palais de Verre Paul Biya est désormais actée. La cérémonie de baptême du siège de l'Assemblée nationale a eu lieu le 25 avril 2025 en présence de plusieurs milliers d'invités. Cérémonie présidée en Guaykélé par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté. Moment de forte amplitude émotionnelle. Le prononcé de la formule baptismale, il était 12h49. Je baptise au nom de la Chambre entière le nouveau siège de l'Assemblée nationale, Palais de Verre Paul Biya. Palais de Verre Paul Biya, c'est acté et consigné. Le procès verbal du baptême a été remis au représentant personnel du chef de l'État Paul Biya. En ce jour historique du 25 avril 2025, de part et d'autre du long tapis rouge déployé jusqu'à la tribune d'honneur pour marquer la solennité de la circonstance, ont pris place les officiels, les dignitaires de la République, les représentants des corps constitués de l'État, les chefs de mission diplomatiques et les représentants des organisations internationales. Compréhensible et normal donc que l'ensemble des prises de parole convergent et s'inclinent devant l'œuvre gigantesque du bâtisseur du Cameroun moderne et de l'architecte de la démocratie camerounaise. Vous conviendrez avec moi que c'est un événement qui fera date dans l'histoire de notre pays, au moins pour deux raisons. D'une part, au regard de la place qu'occupe l'Assemblée nationale dans la construction politique de notre État. D'autre part, en raison du nom de baptême qui participe à mettre en lumière le bâtisseur infatigable de notre nation. C'est dire que la seule évocation de cette infrastructure marquera des générations de Camerounais, car elle est monumentale à l'image de l'œuvre, de la personnalité dont elle porte le nom. Le célèbre et historique « Je n'y faillirai point » prononcé par le président Paul Biya lors de sa première prestation de serment ouvre le documentaire télévisé diffusé sur le titre « Palais de Verre Paul Biya » au perchoir. Autre moment de reconnaissance, la cérémonie de remise des décorations aux parlementaires mobilisés pour le suivi des travaux de cet édifice. Palais du peuple, le Palais de Verre Paul Biya l'est et le restera. La cérémonie de baptême s'est ouverte symboliquement tant au Cameroun profond qu'au Cameroun des institutions républicaines et de la diplomatie de présence et de rayonnement. Il s'appellera Palais de Verre Paul Biya. C'est tout dire. L'émotion était perceptible sur les visages des élus de la nation au moment de procéder au baptême de ce magnifique complexe, œuvre du président de la République, Paul Biya. Seuls les mots ne peuvent pas exprimer la satisfaction, la joie, l'émotion qui nous anime aujourd'hui. C'est la maison du peuple, c'est la maison de la nation. Tous les parlementaires, tous les partis politiques, à l'unanimité, ont décidé de baptiser ce beau palais, Palais de Verre Paul Biya. Moi, j'apprécie l'œuvre du président national. C'est un grand bâtisseur. Il a vraiment beaucoup fait
de ce Cameroun. Le nouvel édifice surplombe le plateau à Temengue et fait la fierté des natifs de cette localité. La communauté Mvan que je représente est vraiment contente d'accueillir à nouveau ce nouvel édifice de l'Assemblée nationale qui est baptisé aujourd'hui Palais des Verts Paul Biya. Comme l'édifice porte le nom de Paul Biya, nous sommes contents parce que le Cameroun se retrouve dans notre village. C'est Dingwaïkele que part le Cameroun. La cérémonie de baptême du nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale a draîné du beau monde. Membres du gouvernement, autorités religieuses et traditionnelles, élus locaux, tous rendent un hommage appuyé au chef de l'État. C'est un édifice qui mérite également de porter le nom de celui qui l'a bâti, qui est donc le président de la République. C'est la raison pour laquelle nous avons effectué tous ces déplacements de l'extrême nord jusqu'à Yaoundé pour assister à cette cérémonie, qui est pour nous, les Camerounais, une cérémonie grandiose. Le chef de chambre, le très honorable Kavaye Djibril, exhorte les usagers à en faire bon usage. Nombre de personnes s'interrogent sur le choix du nom du président de la République, Paul Biya, pour désigner le siège de l'Assemblée nationale. Quelques éléments de réponse ont été apportés notamment par le président de l'Assemblée nationale à l'occasion de la cérémonie de baptême du siège de l'Assemblée nationale. Un homme qui nous a tous séduits, un homme qui nous a tout donné, un homme qui nous a convaincus, un homme qui aujourd'hui fait la fierté des Camerounais, un homme qui a inscrit le Cameroun dans le panthéon des États membres. Cet homme, c'est son Excellence Paul Biya. Depuis le 6 novembre 1982, le Cameroun vit une nouvelle ère. C'est assurément la renaissance de notre patrie, marquée du sceau de la politique de renouveau national. Je n'ai nullement la prétention de faire le bilan des 43 années du magistère du président Paul Biya. Mais les faits sont là, parlent d'eux-mêmes. Un de ces faits est justement cette majestueuse réalisation qui se dresse devant nous. La présente cérémonie du baptême a une valeur hautement symbolique, empreinte d'une incontestable reconnaissance des députés et du peuple tout entier, du promoteur du renouveau national. En effet, en 43 années de magistrature suprême, c'est la première fois que son Excellence Paul Biya accepte un édifice public porte son nom. Quel honneur pour le pouvoir législatif. Quel honneur pour les élèves que nous sommes. C'est on ne peut plus le témoignage de toute la considération que le président Paul Biya a à l'endroit des députés de la nation.
Nous restons au palais de verre Paul Biya qui vient d'accueillir une réunion du Parlement panafricain. Réunion ayant pour centre d'intérêt l'élaboration d'un projet de loi type sur l'égalité et l'équité de sexe en Afrique. La réunion dédiée à l'examen de l'avant-projet de loi sur l'égalité et l'équité en genre en Afrique fait suite aux nombreux engagements pris par les chefs d'État dans le cadre de plusieurs déclarations et conventions, notamment l'agenda 2063 de l'Union africaine. Il s'agit d'adopter et de mettre en œuvre des réformes et mesures légales contre la discrimination pour assurer l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes. Les experts du Parlement panafricain réunis à Yaoundé ont la lourde charge de traduire dans les faits cet engagement pris par les chefs d'État. Nous avons travaillé, nous avons récolté les aspirations des femmes et des hommes à travers des réunions régionales. Et aujourd'hui, nous venons pour examiner l'avant-projet de loi sur l'égalité et l'équité en genre. C'est un moment historique qui veut qu'ensemble nous puissions bâtir une société forte et inclusive. Il s'agit concrètement de dessiner les contours d'une Afrique où l'égalité et l'équité cessent d'être de simples slogans et d'offrir aux États un socle juridique permettant à tous les Africains sans distinction de genre de jouir pleinement de leurs droits. De voir comment on peut faire un cadre réglementaire pour que tous les pays adhèrent et tous les pays peuvent utiliser ça et peuvent aussi adapter, domestiquer leurs propres problèmes de genre dans le pays. Les travaux de Yaoundé ont le mérite de mobiliser aussi bien le Parlement que l'exécutif et c'est donc à juste titre que le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille a rappelé l'intérêt de la relecture de cet avant-projet de loi. Nous sommes tous conscients des obstacles qui entravent encore la pleine réalisation de cet objectif sur notre continent. Les discriminations, les violences basées sur le genre, les inégalités d'accès à l'éducation, à la santé, à l'emploi et à la participation politique constituent autant d'embûches à surmonter avec détermination et urgence. Parlons à présent des activités de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le président de l'APF, l'honorable Hilarion Eton, premier vice-président de l'Assemblée nationale, vient de séjourner à Brazzaville au Congo à l'occasion de la 16e conférence des présidents d'Assemblée de la section Afrique. Il a également été reçu au Sénégal, précisément à Dakar, par le président de la République sénégalaise, Bassirou Diomaye Faye. 17 délégations parlementaires des pays francophones d'Afrique, ainsi que les représentants des parlements de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se sont réunis à Brazzaville au Congo à l'invitation de la section congolaise de l'APF. La délégation camerounaise était conduite par l'honorable Hilarion Eton, premier vice-président de l'Assemblée nationale, représentant du président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kava Yégué Djibril. Le sénateur Aboubakari Abdoulaye, premier vice-président du Sénat, représentait le président du Sénat, Marcel Nyandji Fenji. La cérémonie protocolaire d'ouverture très courue a été ponctuée de plusieurs allocutions, dont celle de M. Isidore Vouba, président de la section congolaise de l'APF et président de l'Assemblée nationale du Congo, et celle de M. Hilarion Eton, en sa qualité de président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Cette 16e conférence présidée par M. Hilarion Eton s'est articulée autour des priorités parlementaires de la région. Les échanges ont aussi porté sur les transitions politiques, la diplomatie parlementaire, la protection des forêts et ses enjeux environnementaux, la jeunesse et le genre, le développement. La liste n'est pas exhaustive. La conférence a exprimé son soutien à la désignation de son Excellence M. Faure Gnassingbé Eyadema, président de la République togolaise, comme médiateur de l'Union africaine dans le conflit en République démocratique du Congo et a annoncé l'envoi d'une mission de médiation de l'APF à Kinshasa et à Kigali. En marge de la conférence, une cérémonie de remise des insignes de l'ordre de la Pléiade a eu lieu. Officié par M. Hilarion Eton,
en sa qualité de président du Conseil et chancelier de l'Ordre de la Pléiade. 3 hautes personnalités de la République du Congo ont été distinguées. Isidore Mvuba, président de l'Assemblée nationale et président de la section congolaise de l'APF, et Pierre Ngolo, président du Sénat, ont été élevés à la dignité de grand officier de l'Ordre de la Pléiade, de l'Ordre de la francophonie et du dialogue des cultures. Madame Emilienne Raoul Matagou, présidente du Conseil économique, social et environnemental, quant à elle, a été nommée au grade de chevalier. À la tête de la forte délégation qu'accueille le président de la République sénégalaise, Bachirou Diomaye Faye, le premier vice-président de l'Assemblée nationale camerounaise et président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Hilarion Eton. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la visite à Dakar de l'APF qui tient les travaux de sa commission politique. Après une poignée de main, place aux échanges, les objectifs sont clairs. Nous avons eu l'honneur d'avoir un échange d'indications que M. le Président de la République a bien voulu nous donner. Il a partagé sa vision de la francophonie. Nous avons surtout été heureux de voir que M. le Président de la République a réaffirmé l'ancrage du Sénégal dans la francophonie. La déléguée générale de l'APF, Amélia Lakrafi, et le président de la commission politique, Richard, qui accompagne le président Hilarion Eton, reviennent sur les défis sécuritaires souvent nourris par le terrorisme et les instabilités sociopolitiques fragilisant les fondements démocratiques. Le président de la République a effectivement évoqué le contexte que nous traversons, que l'espace francophone traverse. D'abord les enjeux sécuritaires, les problèmes de crise à l'intérieur de l'espace francophone et même en marge de l'espace francophone. À la fin des échanges, l'on retient que la démocratie parlementaire demeure un levier essentiel pour faire progresser les idéaux de paix, de dialogue et de respect des droits humains à l'échelle mondiale. Comme promis lors de notre précédente édition, nous vous proposons la suite de l'entretien que nous a accordé le sénateur Benjamin Amama. C'était dans la suite de la réunion de compte rendu parlementaire tenue à Yokadouma. Avec le sénateur Benjamin Amama, nous voyons comment la décentralisation est vécue dans la région de l'Est. Il est au Sénat depuis 2013. Il a été directeur général de l'École nationale d'administration et de la magistrature, mais aussi ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Au Sénat, il est rapporteur général de la commission des finances et du budget, mais aussi il est le président du collectif des sénateurs de la région de l'Est. Et c'est à ce titre que nous le recevons aujourd'hui. Sénateur Benjamin Amama, bienvenue une fois de plus dans le temps du Parlement. Merci, bonjour Mathieu. Voyons à présent les rapports que vous entretenez avec les collectivités territoriales décentralisées. Comment est-ce que vous les évaluerez? Ils sont bons, ils sont moins bons, ils sont moyens? Qu'est-ce que vous direz à ce propos? Je peux dire, sans risque de me tromper, que les rapports sont excellents. Vous n'avez qu'à noter d'ailleurs, la région de l'Est a 33 communes et 31 communes ont répondu présent. Donc, c'est dire l'engouement. C'est un bon indicateur et je voudrais préciser que le compte rendu parlementaire s'est tenu à Yokadouma. Et vous savez tous qu'aller à Yokadouma, ce n'est pas une sinécure. Alors, si les rapports n'étaient pas bons, est-ce que vous pensez vraiment que les maires auraient pu faire autant de sacrifices pour y arriver? Donc, je pense que c'est parce que les rapports sont bons et aussi parce que les maires estiment qu'ils gagnent quelque chose à travers ces rencontres. En dehors de ces rencontres de compte rendu parlementaire, quelles sont les occasions qui vous permettent, n'est-ce pas, vraiment d'échanger avec eux sur leurs problèmes quotidiens, de les écouter? Nous avons, d'ailleurs à la demande des élus locaux, créé un cadre de concertation permanent que nous appelons cadre de concertation des élus de la région de l'Est, en abrégé CACER. Nous avons également mis sur pied, dans le cadre de cette structure,
un bureau exécutif dont je suis le président. Donc nous nous réunissons régulièrement, nous tenons nos réunions et nous débattons. C'est-à-dire à quel rythme? Tout dépend des questions d'actualité et de ce que nous avons à faire. Nous nous réunissons au niveau du bureau exécutif très régulièrement. Nous avons des échanges parfois par téléphone. Donc, tout dépend de l'actualité. Vous avez promis un vote à 100% au président Paul Biya. La région de l'Est a-t-elle des raisons de reconduire le président Paul Biya à la tête de la magistrature suprême? Si oui, lesquelles? Je voudrais d'abord dire que lorsque on prend une décision, notamment s'agissant des choix, il ne s'agit pas de dire qu'on est satisfait à 100%. Un homme fait la balance, le pour et le contre, et il regarde en face de lui quelles sont les possibilités qui lui sont offertes. Et le choix se fait en fonction de cela. Voilà le choix qui est la raison pour laquelle nous faisons ce choix. Ça, c'est en général. Maintenant, deuxièmement, nous autres, nous sommes presque tous membres d'un parti politique qui a ses règles de fonctionnement et qui a ses canaux. Et chaque fois qu'une séance comme celle-ci arrive, c'est le parti qui prend la décision et nous sommes obligés de nous aligner. Nous nous exprimons parce que nous avons la liberté d'expression. Et c'est pour ça que les gens disent, voilà, nous pensons que notre candidat, c'est tel. Donc, nous avons exprimé notre soutien au président de la République parce que nous connaissons les réalités dans lesquelles le pays se trouve. Nous connaissons aussi un peu les goulots d'étranglement. Et c'est pour ça que lorsque nous demandons souvent au gouvernement de soutenir l'action du chef de l'État, c'est parce que nous sommes convaincus que les options prises par le président de la République sont bonnes et qu'elles sont de nature, si elles étaient implémentées correctement, à résoudre les problèmes qui sont les nôtres. Mais nous avons un réel problème. Le président de la République définit la politique de la nation. Ça, c'est constitutionnel. Et les orientations du président de la République sont claires et précises. Pourquoi cette politique n'est pas appliquée? Ou complètement appliquée? Elle est très passablement appliquée. Je me permettrais, s'il y avait la possibilité, je le dis comme ça, Mathieu, de s'assurer de l'engagement et de la fidélité de certaines personnes avant de leur confier des responsabilités. Je crois que ce serait une bonne chose. Au sortir de votre réunion à Yokadouma, les élus vous ont remis un document dans lequel sont consignées leurs différentes doléances. Que leur dites-vous au moment où, n'est-ce pas, nous allons véritablement entrer dans cette période cruciale qui va conduire à l'élection du président de la République? Je leur ai dit, pour ceux qui étaient présents, de rester positifs, de vivre dans l'espérance. Vous avez parlé des besoins essentiellement des ressources financières pour les collectivités territoriales. J'ai dit que les collectivités territoriales ont besoin à la fois du transfert effectif des compétences, et le transfert de ressources financières n'est que la conséquence du transfert de compétences. Parce que sans la compétence, les responsables ne peuvent pas en mettre en œuvre, résoudre les problèmes des citoyens. Et c'est à ce niveau, n'est-ce pas, que la ressource financière intervient. Il faut donc d'abord que la compétence elle-même soit transférée. Maintenant, vous parlez des documents, des doléances. Je vous ai déjà dit qu'elles sont énormes. Je ne sais même pas si on peut avoir le temps de les énumérer là où nous sommes là. La difficulté que nous avons
que ces responsables ont sur le terrain. C'est le bilan à présenter. Vous parlez de l'élection présidentielle. Mais ces élus auront même dans quelques mois, eux aussi, à présenter un bilan. Quel bilan ils vont présenter? Alors que toutes les conditions sont réunies pour qu'il n'y ait pas véritablement un bilan positif. Mais il n'y a pas assez de concurrence dans la région de l'Est. Le RDPC est largement dominant, donc il n'y a pas à trop s'inquiéter. C'est ce que vous pensez. C'est ce que vous pensez et je trouve que c'est une analyse très simpliste. Une analyse très simpliste de la chose. Il y a l'opposition. Est-ce que vous savez que la commune de Garoua-Boula est entre les mains de l'UNDP? Ce n'est pas l'opposition. Est-ce que vous savez, par exemple, à quel pourcentage le RDPC a réuni à gagner la commune de Manjou, qui est annexée à Berco? Vous connaissez le pourcentage? Donc, il faudrait d'abord commencer par analyser les chiffres, les résultats des élections, pour être, n'est-ce pas, sûr de ce que vous dites. La politique, ce n'est pas seulement la parole. La politique, c'est aussi les actes. Et je pense que les actes valent mieux que les discours. C'est sur ce que nous allons mettre un terme à cet entretien. Sénateur Benjamin Amama, merci une fois de plus d'avoir accepté la présence de l'OTAN du Parlement. C'est moi qui vous remercie pour toutes les attentions que vous portez à la région de l'Est. C'est la fin de cette édition de l'OTAN du Parlement. Ravi de savoir que vous étiez nombreux devant votre petit écran. Rendez-vous à une autre édition.